Monsieur, dame, bonsoir. Alors là, je vous présente mes excuses, mais je ne savais pas que les documents noirs et blancs étaient beaucoup plus difficiles à reproduire que les documents couleurs. Donc cette carte de l'Égypte ne doit pas être très lisible de la salle, d'ailleurs pas non plus d'où je suis, pas beaucoup plus sur l'écran d'ordinateur. Mais enfin, ça montre quand même au moins une chose évidente, c'est que l'Égypte antique, en tout cas, elle peut vraiment être définie comme la partie de la vallée du Nil qui est fécondée par les crues annuelles, quoi. De chaque côté du Nil, c'est le désert, et on voit que c'est une accumulation incroyable de villes collées vraiment à la vallée du Nil. La vallée du Nil est quand même très très étroite. Bon, bien sûr, il y a encore plus de concentration dans la basse Égypte, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la basse Égypte et dans le delta, parce que les conditions climatiques y sont meilleures que dans la haute Égypte. Encore que les sécheresses sont quand même assez rares. Le Nil déborde quand même assez régulièrement. Chaque année, il n'y a pas trop de surprises. Les Égyptiens n'étaient pas à la merci de catastrophes rapprochées, mettant en péril la subsistance de leur civilisation le long de la vallée du Nil. L'histoire, ici, c'est ce qu'on appelle les premières cataractes. Après, c'est quasiment inhabité, mais on a quand même, depuis, disons, Alexandrie jusqu'à... On doit avoir Assouan, ici, où la première cataracte, on a à peu près 1000 kilomètres. Et c'est entre, puisqu'on parle quand même d'astronomie, et que c'est passé par le Soleil, c'est entre Alexandrie et Assouan, Assouan qui veut être ici, excusez-moi, qu'on a fait la première mesure, qu'Ératosthène a fait la première mesure du rayon de la Terre. Hein. C'est-à-dire que le hasard, il se trouve qu'Assouan, c'est le Assouan où il y a le barrage aujourd'hui. Du temps d'Ératosthène, ça ne s'appelait pas Assouan, ça s'appelait Sienne, mais Sienne avec un Y, hein, pas le Sienne avec un I comme en Italie. Et donc, il se trouve qu'Assouan est quasiment sous les tropiques. Donc, les Égyptiens avaient remarqué que le jour du solstice d'été à midi, il y avait un puits à Sienne, et que ce puits était éclairé jusqu'au fond, alors qu'il était assez profond. Ce qui voulait dire que le soleil passait au zénith. Alors, comme Alexandrie n'est pas tout à fait sur le méridien d'Assouan, mais il n'y a quand même pas un grand écart en longitude, donc Alexandrie, il y avait un obélisque dont on connaissait la hauteur. À partir de l'ombre, le 21 juin, enfin le jour du solstice d'été, on avait la longueur de l'ombre, donc on avait l'angle, l'écart du soleil au zénith. Donc on a eu un angle donnant une différence de latitude entre Alexandrie et Assouan, et puis, soi-disant, Ératosthène a embauché des bématistes, c'est-à-dire des gens qui comptaient leurs pas. Ils ont quand même compté leurs pas sur 1 millier de kilomètres. En réalité, on pense que ça a été plus subtil que ça. Il y a eu des bématistes d'embauchés, ça on le sait. Mais on doute quand même qu'ils aient fait 1000 kilomètres dans le désert à compter leurs pas. Il y avait... le terrain avait été borné par Alexandre, et surtout, les caravaniers estimaient assez bien les distances en stade avec les durées de marche de leur caravane, en particulier les chameaux ont une marche très régulière, alors que les bématistes n'étaient pas des escrocs, mais vous remarquerez que les anciennes cartes qui sont faites, on a su très rapidement évaluer les latitudes, parce qu'il suffit de mesurer la distance de l'élévation de l'étoile polaire au-dessus de l'horizon. Les longitudes, c'est très difficile tant qu'on n'a pas de bonnes horloges.
Donc on utilisait justement des marcheurs pour évaluer les distances. Alors, on embauchait un marcheur qui disait, moi, j'ai un pas qui fait, enfin, si c'était aujourd'hui, évidemment, à l'époque, on parlait en pieds, ou en pouces, on parlait pas en centimètres, mais le marcheur va vous dire, j'ai un pas qui fait 70 centimètres, ce qui est vrai. Ce qu'il oublie, c'est que quand on se fatigue, les pas se diminuent. Plus on est fatigué, moins on fait de grandes enjambées. Donc ils comptaient leurs pas, ils multipliaient par le pas moyen, et en réalité, en général, ils ne tenaient pas compte de la fatigue. Donc les cartes anciennes sont toujours surévaluées en longitude. Quand on regarde la carte de France, avant que les astronomes ne la fassent par triangulation, c'est-à-dire sous Louis XIV, eh bien, la carte de France est allongée en longitude. Et Louis XIV était furieux d'avoir payé les astronomes pour rétrécir son royaume, enfin, soi-disant furieux. Enfin, c'est une plaisanterie qui circulait, c'est qu'il a dit, je ne vous ai pas payé pour que la France rétrécisse. Et la France avait rétréci en longitude. Donc, c'est je répète, entre Aswan et Alexandrie qu'on a fait la première mesure du rayon de la Terre, avec une assez bonne précision. On ne connaît pas la précision exacte, parce qu'on ne connaît pas avec assez de précision la valeur du stade égyptien. Mais enfin, la mesure du rayon de la Terre a été faite quand même environ à 10% près, ce qui est quand même assez remarquable. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Mais donc l'histoire de l'Égypte se déroule le long du Nil, sur 1000 km. Alors, la carte est très mauvaise. Les villes les plus célèbres, pour ceux qui nous intéressent, alors, dans la Basse-Égypte, c'est bien sûr Héliopolis. C'est Héliopolis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-haut? Il y a Memphis. Et puis, dans la Haute-Égypte, les principales sont Abydos et Thèbes. Donc, la mythologie, on va retrouver exactement les mêmes problèmes, mais décuplés dans la mythologie égyptienne, pour deux raisons. La multiplicité des villes, et chaque ville avait son dieu principal, d'une part, et puis d'autre part, la longévité de la civilisation égyptienne, qui s'étale sur quasiment 3000 ans. Le début d'unification, les premières tentatives d'unification de l'Égypte réussies commencent quand même au début du 3e millénaire, hein, avec le pharaon Ménès. Donc, chaque cité a son dieu, chaque cité a ses prêtres, la cité est sous la protection du dieu. Il y a des conflits qui ne sont jamais très violents, hein. La société égyptienne n'est pas une société violente. Il y a quand même des conflits, comme toujours. Il y a des problèmes de marché, il y a des problèmes de nourriture, il y a des problèmes d'esclaves, il y a des problèmes d'incompatibilité d'humeur. Donc il y a quand même des conflits. Et les conflits entre villes chez les Égyptiens sont considérés comme des conflits entre les dieux. C'est bien pratique. Remarquez, on continue. Hein. Si vous regardez en ce moment les grands conflits, enfin les grands conflits, les endroits de grande tension sur Terre, que ce soit l'Irlande, le Moyen-Orient ou d'autres régions, en Afrique par exemple, on met en avant des motivations religieuses. C'est quand même plus facile de trouver des kamikazes pour Dieu que pour une courbe de croissance. Donc il y avait des conflits qui étaient considérés comme des conflits entre dieux. Donc la victoire, c'était la victoire du dieu. Et la victoire était considérée comme un signe de supériorité morale. C'était une victoire strictement religieuse. Ce qui fait justement que que les vaincus n'étaient pas maltraités. Alors, ce qui s'est passé partout ailleurs, c'est que quand une cité s'emparait d'une autre cité, eh bien, le dieu vainqueur avait une certaine supériorité morale sur le dieu vaincu. Donc, les vaincus acceptaient que leur dieu vaincu rentre dans le Panthéon. Il n'était jamais éliminé. Il rentrait dans le Panthéon, il gardait certains de ses aspects, mais ses aspects les plus nobles et les plus importants étaient attribués au dieu vainqueur. Ça veut dire que il y avait une tolérance quand même très grande. C'est le problème des mythologies qui ne sont pas des religions à dogme. On peut même se demander si ça mérite le nom de religion. C'est les forces de la nature qui sont honorées. Quand on dit par exemple, on dit parfois qu'il
les Égyptiens adoraient, avaient des dieux animaux. C'est vrai que le chat était un animal sacré, il y avait les babouins, il y avait le bénou qui est une sorte de phénix, il y avait beaucoup d'animaux, mais en réalité, ça n'est pas le veau d'or, c'est pas une adoration de l'animal. L'animal est respecté et assimilé à un dieu pour certaines de ses qualités. Hein. Mais il n'y a pas d'adoration des animaux chez les Égyptiens. Hein. Alors, donc, il y a fusion sans arrêt des dieux, et c'est une fusion qui n'est jamais complète. Donc, ça donne, sur 3000 ans, ça donne un système ultra foisonnant, ultra complexe et quasiment inextricable. Encore plus inextricable que partout ailleurs, où les dieux ont des vertus, où les animaux, justement, ont des vertus totalement contradictoires. On le verra par exemple pour le serpent. Sur une même représentation, sur une même fresque, il y a deux serpents, il y a le bénéfique et il y a l'aspect bénéfique et l'aspect maléfique sur la même représentation. Et ça ne choquait pas les Égyptiens qui prenaient, d'ailleurs on pense, au cours de l'évolution du temps et même au cours de l'évolution des individus, c'est-à-dire à l'échelle d'une vie d'individu, on pense que, en devenant adultes, les Égyptiens prenaient de plus en plus les mythes comme de belles légendes, expliquant les forces naturelles, expliquant ce qui se passe dans le ciel, expliquant l'évolution des climats, des choses comme ça, et même l'évolution politique, mais c'était peut-être, par certains, vécu vraiment comme totalement légendaire. Donc, ils vont construire un système très très complexe. Ça ne les gêne pas beaucoup. Il y a des textes où ils disent que ce sont des choses contradictoires. Ce sont deux aspects complémentaires d'une réalité qui est effectivement très complexe. Alors, ça peut faire sourire, mais qu'est-ce que vous disent aujourd'hui les gens qui font de la mécanique quantique quand ils se heurtent à la dualité corpuscule et ondes de la lumière? Eh bien, ils vous disent ce sont deux aspects complémentaires d'une même réalité. C'est un argument qui n'a pas beaucoup plus de valeur logique que ce que disaient les Égyptiens vis-à-vis de leur mythe. Ça veut rien dire que ce ne sont que des mots. Dire que les aspects corpusculaires et ondulatoires de la lumière, qui dans certaines expériences sont rigoureusement incompatibles et contradictoires, dire que ces deux aspects complémentaires d'une même réalité, ce ne sont que des jeux de mots. Donc, il va y avoir fusion et, encore une fois, mais là, pareil, où est la poule, où est l'œuf? Est-ce que parce qu'on va vers l'Empire et on va vers la religion d'État, c'est le soleil qui l'emporte, ou est-ce le contraire? Est-ce que parce que le soleil l'emporte, on construit une religion d'État? Moi, je pense que c'est parce qu'on construit un empire que le soleil devient le dieu principal. Alors, pour Ré, ça va être absolument manifeste. Ré va absorber. Et c'est d'autant plus troublant qu'il va y avoir beaucoup de capital, parce que les pharaons construisent à Ramsès II, je ne sais pas combien il a construit de villes et de temples, mais c'est faramineux. Mais tous les grands pharaons construisent pratiquement leur propre capitale. Et c'est Ré qui va dominer le panthéon égyptien. Et Ré, au départ, c'est le dieu principal d'une seule ville, celle d'Héliopolis, hein, qui est donc dans... Héliopolis, ici il n'y a pas le Caire parce que c'est l'Égypte antique, mais Héliopolis est légèrement au sud du Caire. Donc Héliopolis, c'est dans la basse, tout à fait dans la basse Égypte, c'est à l'extrême nord de l'Égypte. C'est le dieu Ré qui va devenir le dieu principal, qui va absorber tellement d'autres dieux qu'il va avoir, on va être obligé de donner plusieurs noms. Le nombre de désignations de Ré, c'est incroyable. Et puis alors les incarnations, non seulement il a plusieurs noms, mais sous chaque nom, il est incarné par des animaux et par des symboles différents. Donc c'est absolument inextricable. Donc c'est le dieu d'Héliopolis qui va l'emporter, alors qu'Héliopolis n'a jamais été la capitale politique de l'Égypte.
sa nature, au départ, c'est la ville qui honore le soleil. D'ailleurs, Héliopolis, c'est la ville du soleil. Et elle restera uniquement une capitale religieuse. Mais une capitale religieuse comme Thèbes, par exemple, ou comme Memphis, mais Thèbes sera capitale, Memphis sera capitale, alors qu'Héliopolis n'aura jamais un grand rôle politique. Son rôle va croître au fur et à mesure que Ré va devenir important, mais elle ne sera pas la capitale d'un pharaon, elle ne sera pas la capitale, elle ne sera pas la ville impériale. On se contentera de demander aux théologiens d'Héliopolis de peaufiner et d'enrichir le mythe solaire, le mythe de Ré. L'unification commence très très tôt. Elle commence au début du 3e millénaire, et dès le début on voit le problème solaire qui apparaît, et on voit très bien comment ça marche de ville à ville, et comment une ville dominant une autre, ça fusionne très très vite, hein, très très vite. Le premier pharaon, la première dynastie, est due à un pharaon qui s'appelait Ménès, et lui adorait Horus. Alors Horus, c'est intéressant parce que Horus, c'est le dieu faucon. Et le dieu faucon est très présent dans le bassin méditerranéen et très présent en Afrique. Et souvent, c'est le dieu suprême parce que il est le dieu du ciel, d'où tout vient. Et alors, le faucon est peut-être le dieu du ciel parce que c'est quand même un rapace qui vole très très haut. En tout cas, quand le fameux Ménès tente une première unification de l'Égypte, il est un adorateur d'Horus. Pour affirmer sa puissance, il se construit une capitale qui s'appelait Tinis, à côté d'Abydos. C'est-à-dire vraiment, alors là, vraiment dans la basse Égypte, Abydos, je ne sais pas, c'est peut-être là. Oui, c'est ça, Abydos. Donc, il crée une capitale qu'il appelle Tinis, à côté d'Abydos, mais juste à côté. Hein. La ville ça a disparu, il n'y a plus qu'Abydos. Et alors, Abydos, c'est la ville qui honore Osiris comme dieu. Osiris étant, du temps d'Abydos, le dieu de la fécondité. Et pratiquement le dieu créateur, dieu de la fécondité. Ensuite, le pouvoir de Ménès augmentant, il ne se contente pas de sa capitale Tinis, dans la Haute-Égypte, il se fait construire une ville impériale à Memphis. Or, Memphis devient capitale, enfin, vient d'être construite, revient capitale impériale, ça doit être là, Memphis. On dit très mal, mais c'est ça, non? Les gens qui ont eu... S'il y a des gens qui ont une vue un peu plus perçante, ça doit être là, Memphis, parce que c'est juste au sud, c'est juste en dessous d'Héliopolis. Donc, Ménès adorait Horus, la première ville à côté d'une ville où on adorait Osiris. On ne sera pas évidemment. Ensuite, il construit sa ville impériale à côté d'Héliopolis, qui est donc la ville du dieu Ré. Eh bien, en une génération, Ré, Horus et Osiris deviennent un seul personnage complexe, mais un seul personnage. Donc ça se fait en une génération. Le temps du règne de la première dynastie. Alors après ça va continuer, et le problème donc c'est que Ré, quand il absorbe un dieu, il en prend... le dieu absorbé devient un dieu secondaire. Et il va garder quand même certains de ses aspects solaires, ou non solaires d'ailleurs. Mais il garde certains de ses aspects. Mais il est obligé de prendre un aspect, d'être dévoré par le principal, le dieu solaire. Si bien que, en même temps, Ré va s'enrichir
des caractères du Dieu absorbé. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Hein. Le Dieu est absorbé, il prend un des aspects solaires, mais Ré, pardon, lui, prend tous les aspects du Dieu absorbé. Donc, le Dieu Ré va devenir tellement complexe qu'il va avoir beaucoup de noms. Alors, on ne va pas tous les prendre, mais il y a d'abord Képri, c'est-à-dire le soleil levant. Un Képri, donc on va lui donner des noms suivant sa course finalement, mais aussi suivant ses propriétés. Donc Képri, c'est le soleil levant. Alors Ré reste, bien sûr, il reste existant, il va pas disparaître. Et alors lui, il désigne bien sûr, comme c'est le Dieu tout-puissant et que c'est lui qui absorbe tout, quand on parle de Ré, qu'on continue à parler de Ré, c'est le soleil à son passage au zénith, c'est-à-dire au moment où il affirme sa puissance, où il est au sommet de sa course. Ensuite, on va avoir Atum, qui est le soleil couchant, qui est, pour cette raison-là, représenté souvent sous la forme d'un vieillard. Alors qu'on avait vu, par exemple, chez les Mayas, oui, c'est chez les Mayas, que c'est le soleil levant qui était sous la forme d'un vieillard. Les Égyptiens sont plus cohérents, entre guillemets, en tout cas pour notre logique occidentale, et c'est le soleil couchant qui est représenté par un vieillard. Encore que, tout en étant un vieillard, il est censé avoir, dans certaines variantes du mythe, Atum, qui est le soleil couchant, donc décrépit, est censé avoir créé le monde, enfin fait partie d'une cosmogonie, il crée le monde à partir d'une pierre qui a surgi du chaos. Les cosmogonies égyptiennes, il y en a une par grande ville, il y a la cosmogonie d'Héliopolis, la cosmogonie de Thèbes, de Memphis, d'Abydos, il y a une foule de cosmogonies, une foule de naissances du monde. Elles ont quand même tout en commun, le fond commun de tous les Égyptiens, à savoir qu'ils vivent au bord du Nil, que le Nil déborde, que la fécondité vient du Nil, que la fécondité vient des crues, et que donc le monde chez les Égyptiens ne naît jamais de rien. Il n'y a pas d'ex nihilo. Encore que le ex nihilo de la Bible soit une invention des pères de l'Église, si on retourne aux textes originaux, l'esprit recule toujours devant le passage du rien à quelque chose. Qu'on soit en 3000 ans avant Jésus-Christ à aujourd'hui, l'esprit recule, enfin maintenant on appelle ça une antinomie de la raison, je veux bien, mais l'esprit recule devant, c'est le gros problème du Big Bang, c'est comment peut-on passer de rien à quelque chose. Si bien que les Égyptiens, et quand vous prenez la Genèse, si vous prenez le texte hébreu, le monde ne naît pas du tout de rien. C'est le tohu-bohu. Le tohu-bohu, c'est absolument le chaos des Égyptiens. C'est-à-dire que presque toutes les cosmogonies, il y a un pré-monde. Le monde a toujours un commencement. D'ailleurs, le mythe suprême, c'est le mythe des origines. Donc il y a toujours un commencement. Mais comme on recule devant le passage du rien à quelque chose, c'est un pré-monde qui est ça s'appelle le chaos, ça s'appelle le tohu-bohu, ça s'appelle tout ce qu'on veut. C'est l'informe qui va donner le formé, mais en réalité c'est toujours un pré-monde qu'on définit plus par ce qu'il n'est pas que par ce qu'il est. C'est-à-dire que beaucoup de cosmogonies commencent ça n'était pas ceci, ça n'était pas cela, ça n'était pas ceci, ça n'était pas cela, et ça va devenir ceci et cela. Donc chez les Égyptiens, il y a beaucoup de formes d'apparition du monde, c'est jamais ex nihilo, alors, mais ça sort presque toujours du milieu aquatique, de Noun, qui est une espèce de chaos informe. C'est vraiment le tohu-bohu de la Genèse, et une des premières phases de la Genèse, c'est quand même l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, donc il y avait bien quelque chose. Donc c'est les eaux primordiales. Alors ça peut être un rocher qui sort, ça peut être une colline primordiale qui sort de l'eau, et le premier Dieu va émerger de cette colline, ou alors ça va être une oie qui va venir pondre un œuf
qui va flotter sur les eaux primordiales. Ça peut être un lotus qui va sortir des eaux primordiales. Il y a une version où Osiris naît d'un lotus. D'ailleurs, si on prend, il y a également les Égyptiens ont un phénix, donc un oiseau solaire, qui a les mêmes propriétés que le phénix grec. C'est un oiseau solaire qui meurt et qui ressuscite de ses cendres. Eux appellent ça le Bénou. Et Bénou, c'est la même racine en égyptien que Ben, qui est le rocher primordial d'une autre cosmogonie. Donc il y a des rapprochements linguistiques qui justifieraient l'interprétation. Je crois que c'est Mallarmé qui interprétait les mythes comme une forme purement poétique de la description, une description purement poétique de la naissance du monde, donc passant entièrement par des problèmes étymologiques. Alors on sait maintenant que c'est insuffisant, mais comme je le disais dès le premier entretien, les mythes sont des choses tellement riches, sont des objets tellement riches et tellement foisonnants que on peut amener une foule d'éclairages, on peut poser une foule de grilles dessus. Je ne dis pas qu'elles soient inutiles, hein, que ce soit celle de Freud, que ce soit celle de Jung, que ce soit celle de Durand avec les régimes diurnes et nocturnes de l'image, que ce soit une théorie purement linguistique comme celle de Mallarmé. C'est des grilles qu'on pose sur le réel, et si le réel est très très riche, il sortira toujours quelque chose de la grille. Ça permettra de comprendre certains aspects de ce monde extrêmement complexe. L'erreur, c'est de croire qu'on a trouvé, à partir d'une grille, l'explication d'un mythe ou des mythes en général. Mais c'est sûr qu'il y a des rapprochements. Quand on voit le Apis, le A-P-I-S, enfin on l'écrit comme ça, le taureau égyptien, il est rapproché de Hapi, H-A-P-I, qui est le dieu du Nil et un dieu de fécondité. Le taureau Apis est aussi un dieu de fécondité. On ne peut pas ne pas imaginer qu'il y a des rapprochements purement phonétiques ou étymologiques entre les deux mots, et donc des rapprochements, des glissements de sens. Ça ne veut pas dire que c'est l'étymologie au sens savant du terme, mais les gens sont frappés par deux mots qui ont la même sonorité. C'est comme ça qu'il y a des gens qui croient que le sidéros grec, c'est la même racine que le sidus sideris latin, ce qui est complètement aberrant. Alors il y a encore, le soleil a encore un nom important, il y en a beaucoup plus. Il y a également Ré Oracti, c'est-à-dire le soleil à l'horizon. C'est pas vraiment le soleil levant, hein. Le soleil levant, c'est Képri. Le soleil à l'horizon, c'est vraiment le moment où il est à l'horizon. Et puis il y a également Aton, qui à un moment, ce sera la forme la plus noble du soleil, qui essaiera de détrôner Aton sous Akhenaton, donc sous Amenophis IV, essaiera de détrôner Ré. Ça va échouer, on verra pourquoi. Alors, on pourrait peut-être quand même se débarrasser de... Alors là, voilà le... Ah tiens, c'est à l'envers. C'est pas très grave. C'est à l'envers, je comprends pas pourquoi, c'est de ma faute. C'est pas très grave parce que les hiéroglyphes, on peut pas se rendre... Moi, c'est parce que je la connais par cœur, cette gravure, mais on peut pas se rendre compte que c'est à l'envers. Parce que les hiéroglyphes se lisent dans les deux sens. Ce qui vous donne comment on doit lire des hiéroglyphes, c'est il y a toujours un animal ou un personnage. Donc l'animal regarde toujours vers le début du texte. C'est-à-dire que ce texte-là, comme c'est à l'envers, il faut le lire comme ça. Donc ça, c'est le ciel des Égyptiens. Donc vous avez la déesse Nout, qui est le ciel, donc. C'est comme... Oui, je ne sais pas si on peut tout détailler, non. Là, donc ça, c'est le ciel. En dessous, c'est la terre.
La terre, voyez, est appuyée sur le coude, a les jambes pliées. C'est pour faire comprendre qu'il y a des vallées et des montagnes. C'est intentionnel, hein. Quand on représente Geb couché comme ça, c'est la sœur Geb et le frère de Nout. Hein. Nout, la voûte céleste, c'est féminin. Ça, ce sont les enfants de... ce sont les enfants de Ré, du dieu solaire. Et il y a 4 enfants. Il y a Nout, Geb, Osiris et Isis. Et ici, vous avez Chou, qui est l'air. Et Chou est avant Nout et Geb. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, donc Chou, c'est l'air. Et vous voyez, Chou est presque toujours représenté, tiens, avec les bras tendus et les mains levées. Parce que Chou, ça veut dire, en égyptien, ça veut dire élevé, soulevé. Donc Chou, c'est l'air qui soutient le ciel pour que le ciel ne tombe pas sur la terre. Et Chou a une sœur, Neftou, qui est l'humidité. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, les éléments naturels comme l'air, la lumière, Chou, c'est à la fois l'air et la lumière. L'air, la lumière, l'humidité, la chaleur du soleil sont des éléments qui sont antérieurs, dans la cosmogonie, qui sont antérieurs au ciel et à la terre. Hein? C'est-à-dire que Chou, on reconnaît que c'est Chou, là on ne va pas... Ah oui, c'est un peu coupé, mais derrière, il y a le hiéroglyphe de Chou, c'est une plume d'autruche. Et la plume est derrière, c'est à ça qu'on reconnaît que c'est Chou. Ça, c'est une prêtresse, c'est pas un dieu. D'ailleurs, ça, c'est une deuxième scène qui commence, elle tourne le dos à la scène, le personnage qui est là n'a rien à voir avec la cosmogonie qui est là. Donc, on a quand même, où on voit que c'est une cosmogonie, donc c'est avec Nout, avec bien sûr Chou qui est toujours représenté comme un personnage barbu, avec sa plume d'autruche, parce que je répète, c'est le hiéroglyphe de son nom, les bras tendus et les mains en l'air pour tenir tout ça. Et on voit également qu'on a affaire à une cosmogonie, parce que ici vous avez un hiéroglyphe d'étoile, le hiéroglyphe du soleil et le hiéroglyphe de la lune. Alors c'est intéressant parce que ça montre la complexité de l'écriture égyptienne. Celui qui a vraiment, quoi qu'on nous raconte, celui qui a vraiment décrypté, qui a compris les hiéroglyphes, c'est vraiment Champollion. C'est vrai qu'avant Jung, le grand physicien anglais, avait traduit quelques mots. Il avait retrouvé des noms de pharaons, des choses comme ça. Mais il n'avait pas compris le système de la langue. Le premier qui a compris le système de la langue, c'est Champollion. Là, on a un cas typique où vraiment, ce qui a trompé tous les prédécesseurs de Champollion, c'est de croire que les hiéroglyphes, à cause de leur aspect très réaliste, sont toujours des pictogrammes, ce qui est complètement faux. Il y a 3 stades. Au début, ce ne sont que des pictogrammes. Si on vous met ça, c'est une oie. Ça, c'est le grand piailleur. Hein. Ça, c'est le grand piailleur, et c'est une oie. C'est une oie cosmogonique. Tout ça, c'est très très riche. Il y a plusieurs cosmogonies mêlées. Parce que c'est Lois qui avait déposé, c'est Lois qui a déposé l'œuf dans une des cosmogonies. C'est Lois, on l'appelle le grand piailleur après, mais c'est Lois qui a déposé l'œuf sur l'océan primordial. Donc là, sous cette forme-là, c'est bien un pictogramme. C'est-à-dire qu'on dessine une oie, et ben on lit une oie. Mais après, ça glisse vers l'abstraction. Après, ça devient des idéogrammes. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple le soleil, eh bien,
quand c'est un pictogramme, c'est le soleil. Mais quand ça devient un idéogramme, c'est tout ce qui est lié abstraitement au soleil. Ça va être la notion de lumière, de chaleur, de fécondité. Donc à ce moment-là, on va le mettre derrière, ça devient un idéogramme, on va le mettre derrière soit un pictogramme, soit un mot tout bêtement, puisque finalement les hiéroglyphes en dernier ressort deviennent des syllabes. C'est-à-dire qu'on écrit le chou, par exemple, la plume d'autruche, c'est ce qu'on appelle un bilétaire, c'est le S et le WOU, c'est chou, mais c'est chou, c'est le son chou. Donc c'est soit un pictogramme, donc ça, c'est une lecture directe, on voit un canard, c'est un canard, ça peut être un idéogramme, à ce moment-là on le met derrière un mot pour expliciter ce qu'on veut dire, c'est très redondant l'écriture hiéroglyphique, et c'est tout bêtement l'alphabet, avec ce qu'on appelle des bilétaires et des trilétaires, c'est-à-dire il y a d'abord un alphabet, des lettres toutes seules, 2 lettres unies et 3 lettres unies. Donc c'est un système très 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 complexe. Et alors, entre la voûte céleste et la Terre, Geb, on a la barque solaire, avec, bien sûr, le dieu solaire dans sa barque. Alors, c'est l'image la plus traditionnelle de la course du soleil. Hein. C'est-à-dire que l'image la plus traditionnelle, c'est la barque solaire. Donc, Ré a 2 barques, il en a une pour la journée, la barque des millions d'années, et une pour la nuit qu'on appelle la barque des ténèbres, ou la barque des morts. Alors voilà la barque, ça c'est très très intéressant parce que c'est très riche, avec très peu de choses pourtant. Là on a la barque, là c'est la barque des millions d'années. Hein. Donc on a bien sûr ici Horus, le dieu faucon. Mais le dieu faucon qui est déjà devenu le dieu solaire. Horus c'est la forme latinisée d'un mot égyptien qui venait on pense que ça venait de Libye. Donc, sous sa première forme, c'est le dieu suprême, c'est le créateur du monde, c'est un faucon. Il est absorbé par Ré, donc pour qu'on comprenne qu'il est absorbé par Ré, qu'il est devenu Horus solaire, eh bien, on lui met le globe solaire sur la tête. Ensuite, autre confirmation de sa nature solaire, on a ici le Bénou, donc le phénix, qui est typiquement une image du soleil. Donc il est accompagné dans son voyage par le phénix, qui sur sa tête porte des couronnes de bélier, des cornes de bélier, sur lesquelles on a la tef, c'est-à-dire la couronne d'Égypte, la couronne des 2 Égyptes. Hein. C'est-à-dire que la tef, c'est la couronne suprême, c'est quand le pharaon porte la tef, c'est qu'il est maître de la basse Égypte et de la haute Égypte. Il y a 2 couronnes en Égypte, il y a la couronne blanche de la haute Égypte et la couronne rouge avec plume d'autruche de la basse Égypte. Et la tef, c'est le mélange des 2 couronnes. Donc là, on est sous un pharaon qui domine toute l'Égypte, et donc la tef, c'est le symbole pharaonique, et en plus, pour montrer l'assimilation du dieu solaire et du pharaon, le pharaon étant le représentant du soleil, du dieu solaire sur Terre, eh bien, l'Horus solaire, ça c'est ce qu'on appelle l'ouas, c'est un sceptre que portaient les pharaons, et c'est son seul signe, oui. Quelquefois, on verra des cas où il y a tous les signes du pouvoir. Mais là, on sait que c'est à la fois le soleil et le pharaon, parce qu'on a la couronne d'Égypte et parce qu'on a le sceptre. Alors, dans son voyage, il est accompagné par 5 personnages. C'est assez traditionnel. En général,
là, j'ai regardé, il n'y a pas... Ici, il y a l'hiéroglyphe simplifié de Ré, mais il n'y a pas les hiéroglyphes de ces personnages. En général, il est accompagné donc de 5 personnages. Il y a presque toujours deux dieux, Geb, la terre et le ciel, et puis des vertus associées. Non, ici ça doit être Thoth. Non, pardon. Ici c'est la terre et la lune. Il était compris de la terre et de la lune, et les 3 autres personnages sont des qualités associées au soleil. On a, en général, hein, c'est ou la parole, Sia l'intelligence et Eka la magie. La magie, presque toujours, accompagne le soleil dans son périple. D'autre part, on a ce qu'on appelle des Uja, qui sont les yeux d'Horus. Parce que quand Horus était le dieu faucon et le dieu suprême, il avait déjà un aspect solaire. Parce que les yeux, donc je répète, Horus était le dieu créateur du monde, avant d'être absorbé par Ré, bien sûr. Et ses yeux étaient le soleil et la lune. Et ses yeux pouvaient être indépendants, c'est-à-dire ses yeux pouvaient se détacher de son corps pour illuminer la terre le jour sous la forme du soleil et la nuit sous la forme de la lune. Donc là on a déjà un syncrétisme très, très avancé où vraiment, mais on va avoir des cas où c'est beaucoup. Alors voilà une autre barque solaire où là on a cette fois-ci on a toujours Ré, toujours avec les cornes de bélier, fécondité, qui porte le soleil, mais cette fois-ci, ça n'est plus une tête de faucon, mais c'est la tête de... Non, il y a les cornes du bélier, mais dessous. Tout à l'heure, les cornes de bélier étaient sur le phénix, là, il est sur une tête de bélier. Et ça veut dire que c'est Amon, on peut dire Amon, qui était le dieu principal de Memphis, et qui est absorbé et qui prend son caractère solaire. Alors là, on a, ça c'est la barque, c'est encore la barque des millions d'années, ce n'est pas la barque des ténèbres, donc c'est la barque de jour, et on a un serpent autour qui est d'une part souvent un symbole de l'éternité, encore que là, il ne se mange pas la queue. Mais il y avait dans la mythologie de la barque solaire, la navigation n'était pas sans danger. Et en particulier, évidemment, quand on connaît le Nil, serpent et crocodile, c'est un fléau. Donc il y avait 2 dangers qui guettaient Ré pendant son périple en barque, le serpent et les crocodiles. On verra un animal qui a été déifié, qui est la mangouste égyptienne. Elle était déifiée parce que la mangouste tue les serpents et mange. Elle a une double qualité, la mangouste. C'est qu'elle mange les serpents, ça elle le fait en Europe, mais en Égypte également, elle dévorait les œufs de crocodile. Donc elle limitait la prolifération des crocodiles. Et ce qui est incroyable, c'est que la mangouste est associée à Atoun, alors qu'elle mange les serpents, et dans la barque, il y a un serpent qui est en face de Ré, qui à nouveau a son symbole du pouvoir pharaonique, le sceptre en forme d'oas. Eh bien, le serpent qui est autour, c'est le serpent maléfique, et le serpent qui lui fait face, il le protège, c'est le serpent bénéfique qu'il protège du serpent maléfique. Et c'est une incarnation d'Aton, dont une légende voulait qu'un jour il disparaîtrait en tant qu'Aton et qui serait réincarné sous la forme d'un serpent et qui remplacerait Osiris. Tout ça est d'une simplicité évidente. Et alors, là, il y a
là, il y a un seul œil. Alors, quand il y a un seul œil, c'est l'œil de... Je ne sais plus quel dieu, il y avait un dieu qui était borgne. Un dieu solaire qui était borgne. Quand il y a les deux, on ne sait pas si c'est deux fois le même, mais quand il y a les deux, ce sont les deux yeux d'Horus, le soleil et la lune. Alors ici, voilà Horus, mais là sous sa forme primitive, et simplement on lui a mis sur la tête la couronne rouge de la Haute-Égypte, et on lui associe le soleil, mais il n'a pas le soleil sur la tête. Le soleil lui est associé avec, accroché comme très souvent. Alors, le soleil est entouré du serpent, c'est ce qu'on appelle l'Uræus, qui là n'est pas le symbole d'éternité, mais le symbole du pouvoir pharaonique. Hein. Quand vous avez le soleil entouré, le serpent symbole d'éternité, il faut vraiment qu'il se morde la queue. Hein. Donc c'est le symbole du retour, de l'éternel retour. Quand il est comme ça, simplement autour du soleil, c'est le pouvoir pharaonique, ce qui est confirmé par le fait que dans ce repli du serpent, on a ce qu'on appelle l'Ankh, A-N-K-H, qui est le symbole de vie et que le pharaon a presque toujours à la main, comme vous le verrez. En dessous, on a le bœuf, le fameux bœuf Hapi, ce qui est quand même étrange parce que c'est l'animal, c'est un symbole de fécondité, bien sûr, mais ça, dans de multiples mythologies, le taureau est associé à la fécondité, étant donné son comportement sexuel, c'est pas très difficile à retrouver partout. On comprend pourquoi on le retrouve partout. Donc, alors c'est troublant parce que ça, c'est vraiment la couronne de Haute-Égypte et Hapi est vraiment un symbole fort de la Haute-Égypte. Alors, ça peut être peut-être le symbole de l'unification de l'Égypte, la couronne de la Basse-Égypte et le symbole de la Haute-Égypte. Alors là, voilà un nouvel Horus solaire. On ne voit pas très bien en haut, mais... Donc c'est à nouveau, bien sûr, l'Horus solarisé, avec toujours le disque solaire sur la tête, toujours le serpent autour, et les babouins. Alors, les babouins sont des animaux solaires qui sont souvent... Là, il n'y a que 4 babouins. Alors qu'en général, il y a 7 babouins qui honorent le lever du soleil. Donc ça, c'est vraiment le soleil à son lever, et il y a 4 babouins qui honorent le lever du soleil, plus Nephthys, et l'autre, ça doit être... Et l'autre, c'est... Oui, ça, c'est le hiéroglyphe de... Elles ont leur hiéroglyphe sur la tête. Hein. Ce sont des sœurs d'Osiris, Nephthys et Isis. Ça, c'est le hiéroglyphe d'Isis, et ça, c'est le hiéroglyphe de Nephthys qu'on retrouve d'ailleurs ici. Mais là, ici, développé. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Ah ben, je ne vois pas bien ce qu'il y a. Il me semble que là-haut, il y avait... Ah si! On a en plus à nouveau les ailes du phénix, mais que les ailes, et on voit mal, mais il y a des... Il me semble que si on regarde bien ici, oui, chaque aile tient ce qu'on appelle l'Ankh, donc le symbole de vie. Donc tout ça, ce sont des symboles solaires et pharaoniques. Donc toujours, dans tous les cas, quel que soit le temple, quelle que soit la ville, l'association du soleil et du pharaon. Là, voilà par exemple où on voit que les dieux étaient considérés comme des humains, et réciproquement, ils avaient des comportements humains, et le pharaon
également avaient des comportements divins. Sous Akhenaton même, Akhenaton a essayé d'imposer l'équivalence absolue entre le pharaon et Ré. Là, c'est la forme, c'est le côté humain de Ré. Alors c'est Amon-Ré, puisque quand il est sous la forme du bélier, c'est Amon qui est assimilé à Ré, on voit ici, et de toute façon... Alors, vous retrouvez le hiéroglyphe de Isis, je ne sais pas pourquoi, elles ont tout le temps leur hiéroglyphe sur la tête, et là il est incomplet, mais là-haut il y a une petite... un petit rempart, c'est une tour, hein, avec un rempart, c'est Nephthys. Ce sont les sœurs. Donc ça rejoint, donc c'est Nephthys et Isis qui momifient Ré. Alors c'est Ré associé, en réalité c'est compliqué parce que c'est Ré associé à Osiris, hein. Parce qu'il y avait une légende qui voulait que les 4 fils d'Osiris, il y avait quatre enfants. Osiris, 7, 2 garçons. Osiris, 7, et 2 filles, Isis et Nephthys. Et on retrouve l'assassinat d'Abel par Caïn, et 7, dans une légende, hein, pas dans la mythologie, mais dans une légende, 7 tue son frère Osiris. Donc les 2 sœurs partent à la recherche du frère, le retrouve son cadavre, le momifie et l'enterre. Donc il est momifié comme un humain. Hein, alors que c'est un dieu, donc il n'y a pas à le momifier. Il est éternel, il va forcément ressusciter. Mais en plus, il y a identification entre Osiris, enfin, ce personnage-là, il y a 3 personnages en un seul. C'est Amon, c'est Ré, et c'est Osiris à cause de la légende, et on retrouve le hiéroglyphe de Ré complètement développé. Ça, c'est l'hiéroglyphe de Ré, et on met en dessous, c'est là que c'est très redondant. Si on lit que ça, on sait qu'on a affaire à Ré. Pour être sûr qu'on a affaire à Ré, on ajoute le disque solaire, c'est-à-dire le pictogramme, et on ajoute ici ce qu'on appelle un déterminatif. Un personnage avec cette barbiche et cette coiffure-là, ça signifie que c'est un dieu. Donc là, vous avez Ré, donc on sait que c'est le dieu Ré, on vous ajoute le soleil, si vous n'avez pas compris, et on vous ajoute le déterminatif d'un dieu, pour vous dire que c'est bien le dieu solaire Ré. Et de l'autre côté, on a la même chose avec Osiris. Donc, on a l'Égyptien qui regardait ça comprenait qu'il y avait 3 personnages en un seul personnage, avec le bélier, le hiéroglyphe de Ré et le hiéroglyphe d'Osiris. Alors là, voilà une nouvelle forme du dieu solaire, c'est le bœuf Hapi. Alors ça, elle est intéressante parce que c'est une stèle qui est très tardive. Elle est du 5e siècle avant notre ère. Donc l'Égypte est unifiée depuis plus de 2000 ans. Donc elle est intéressante parce que on s'aperçoit là que vraiment il y a une synthèse incroyable. Parce que moi j'ai cru un moment que ce bœuf-là, c'était non pas Hapi, mais un autre bœuf du nord qui est assimilé au soleil, qui est Menvi. Mais c'est bien Hapi parce que Hapi était le dieu fécondateur et créateur, une incarnation d'un dieu qui s'appelait Ptah, qui était le dieu de Thèbes, je crois. Non, le dieu du Nil, pardon. Ah oui, c'est intéressant parce que Ptah était le dieu du Nil, et donc le dieu de la fécondité, puisque c'est le Nil qui féconde l'Égypte. Hein. La crue est tous les ans, et on pense que c'est pour ça que les Égyptiens ont découvert la géométrie, par l'arpentage. Je ne sais pas si c'est vrai,
Mais après chaque crue du Nil, il fallait redessiner les terrains, parce que la crue, tout était desséché, la crue amenait du limon, et quand le Nil se retirait après la crue et qu'on plantait dans le limon, il fallait redéfinir tous les champs, toutes les propriétés. Donc Ptah est le dieu du Nil, donc de la fécondité. Donc c'est pas un hasard si c'est Hapi qui est une forme de Ptah qui est également un symbole de fécondité. Alors on est sûr que c'est Ptah, c'est qu'ici on a le hiéroglyphe de Ptah. Donc ça c'est bien qu'il soit noir et blanc, c'est quand même troublant parce que noir et blanc normalement c'est pas le même taureau, mais ici c'est très clair, hein, ça c'est vraiment le hiéroglyphe de Ptah. Donc ici on a Hapi, qui est dieu de fécondité d'une certaine ville, qui est assimilé à Ptah, qui est le dieu du Nil, donc également un dieu de fécondité. Donc les deux sont associés parce que les deux sont des dieux de fécondité. Il est absorbé par... Il prend un aspect solaire, ce qui est signifié par le fait que sur ses cornes on retrouve le disque solaire, et il est associé également par quel biais là? Ah oui, et il est également associé à Osiris, qui est l'héritier de Ré. Donc ici, il y a une image d'une complexité incroyable, où on retrouve ici la forme du Soleil sous la forme ailée d'Osiris. Donc c'est un salmigondi incroyable de l'évolution du taureau fécondateur, associé au Nil, fécondateur, associé au Soleil, fécondateur, et le Soleil étant l'héritier d'Osiris. Donc, dans une seule stèle comme ça, très tardive, un Égyptien pouvait quasiment lire toute l'évolution de 1000 ans de fusion entre les dieux. Et ce qui ramène, c'est par Osiris que Hapi finit par avoir un rapport avec le Soleil. Alors là, voilà Khépri. Alors Khépri, enfin non, c'est pas Khépri, c'est un scarabée. Mais Khépri, c'est le nom du soleil levant. Et Khépr en égyptien, ça signifie à la fois exister. Donc quand le soleil sort de l'horizon, il commence à exister, puisqu'il disparaissait pendant la nuit. Et ça signifie également scarabée. Donc le soleil levant était très souvent incarné ou représenté, parce que je ne suis même pas sûr qu'on puisse dire incarné, mais représenté par le scarabée. À cause de l'image, le scarabée est un animal solaire, il n'est pas vraiment déifié. Il est une image du soleil parce que les Égyptiens considéraient qu'il poussait sa boule de fumier devant lui comme le soleil, comme Ré poussait le soleil dans le ciel, c'est un globe de feu. Et c'est un globe fécondateur, et les Égyptiens, le scarabée, c'est vrai que les scarabées se font des boules d'excréments, et qui poussent ça et qui enterrent ça. Mais en réalité, c'est pour le garde-manger pour la période de disette. Alors que les Égyptiens croyaient qu'à l'intérieur de la boule de fumier que poussaient les scarabées, il y avait les œufs, d'où naîtrait la vie. Donc le scarabée est devenu un animal solaire, un symbole du soleil, à cause de cette métaphore de la boule de fumier, d'où naîtra la vie, comme Ré pousse le soleil, d'où naît, en tout cas sinon la vie, du moins la végétation. Alors là voilà l'Ichneumon, qui est la mangouste égyptienne, et que les Égyptiens appelaient le rat du pharaon. Alors, la mangouste, ou l'Ichnéumon, mais c'est pareil, c'est une mangouste, donc, est déifiée, elle prend un aspect solaire, vous voyez, vous avez encore le disque, vous avez encore l'Ouréus,
symbole du pouvoir pharaonique, le soleil toujours associé au pharaon. Hein. Ça, c'est le symbole pharaonique. Hein. Et ça, c'est le symbole solaire. Et donc, la mangouste, je répète, est donc honorée pour ses deux vertus essentielles pour un Égyptien, tuer les serpents. Je ne sais pas si vous avez vu les films, mais la rapidité d'attaque d'une mangouste sur un serpent, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Et en plus, ce qui n'arrive pas bien sûr sous nos contrées, elle dévorait les œufs des crocodiles. Donc elle était vraiment, c'est l'animal absolument, totalement bénéfique. Là, c'est à nouveau Ré, ce qu'on appelle le Ré Oracti, c'est-à-dire c'est Horus devenu le soleil levant. Bon, ça montre une fois... Ah oui, c'est intéressant parce que là, il y a accumulation des symboles pharaoniques. Il y a l'Uréus, symbole du pouvoir pharaonique. Il y a le fouet. Et il y a, ici on voit mal, mais il y a l'anque, le symbole de vie. Donc, Horus a 3 symboles pharaoniques. Ici, on retrouve les deux yeux d'Horus, le soleil et la lune, et ceci, alors ça, cette fois-ci, c'est bien le symbole de l'éternité. Hein. Le soleil entouré comme ça, avec ce petit hiéroglyphe en dessous, qui a été Hello, c'est le symbole de l'éternité. Alors, voilà encore un Horus doublement intéressant, parce que alors là, il y a encore plus d'accumulation des symboles pharaoniques. Il y a bien sûr l'Uréus, il y a le sceptre, en forme de ce qu'on appelle douas, il y a le fouet, et il y a l'anque. Donc, il a 4 symboles pharaoniques avec lui, et au-dessus, bien sûr, toujours les yeux d'Horus, la lune et le soleil, symbole de vie, là, vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'anque. Souvent, là, le pharaon n'a pas la main, mais souvent, vous verrez Akhenaton, il est toujours entouré d'encre. Et donc, et là, ce qui est intéressant également, c'est que les rayons du soleil sont remplacés par des fleurs de lotus. Donc, c'est à nouveau un syncrétisme entre deux cosmogonies, le monde créé par Ré et le monde issu de la fleur de lotus sortant de l'océan primordial. Donc, les rayons solaires sont remplacés par des lotus. Ça, c'est pas très clair, c'est vraiment une représentation complète du chemin du soleil. C'est toutes les formes de soleil depuis le lever sous la forme du scarabée, vous voyez, qui pousse sa boulette, la puissance du soleil à son passage au zénith, et en dessous de la Terre, cette fois-ci la barque des ténèbres, le trajet souterrain du soleil. Donc c'est vraiment une bande dessinée du chemin quotidien, donc les 24 heures, cette fois-ci du soleil. Le passage au zénith étant bien sûr le moment le plus glorifié. Alors là, on a le fameux Akhénaton, dont tout le monde a entendu parler. Akhénaton n'a été empereur que pendant 17 ans, hein, de 1364 à 1347, hein, de moins 1364 à moins 1347. Alors, en réalité, c'est le fils d'Amenophis III. Et il se fait appeler Akhénaton, celui qui adore. Akhénaton, ça veut dire celui qui adore Aton. Donc c'est très intéressant parce que c'est une tentative de glissement vers le monothéisme et vers un Dieu abstrait. C'est-à-dire que
Amenophis IV se fait appeler donc Akhenaton, crée une ville en l'honneur de Aton. Alors, vous avez ici Akhenaton, vous avez derrière Néfertiti, sa femme, et une de leurs filles. Vous remarquerez qu'il est d'une laideur absolument incroyable, alors que les pharaons étaient toujours représentés, j'en ai pas mis, mais enfin, dès qu'on voit les bas-reliefs, tous les pharaons sont idéalisés, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Alors Akhenaton, non seulement veut réformer complètement la religion, ça va être un échec complet, ça durera 17 ans, à peine mort, tout va être supprimé, et il prône un art réaliste. Et ça ne le choque pas du tout. Vous allez voir sur la photo d'après, il est encore plus laid. Alors ces filles, n'en parlons pas. Hein. On a envie de les emmener tout de suite à l'assistance publique. Donc, vous avez Aton, évidemment, qui est beaucoup plus grand que sa femme et plus grand que sa fille, puisque c'est le pharaon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il adore donc le soleil sous la forme de Aton, et au bout des rayons solaires, devant les narines, c'est très intéressant, vous avez l'Ankh, c'est-à-dire que Aton apporte la vie au pharaon et à Néfertiti. Hein. Ici, vous avez, regardez, l'Ankh et l'Ankh. Les autres rayons solaires ont des mains, c'est des mains ça, mais ce sont des mains qui viennent chercher les offrandes, parce que c'est une scène d'adoration, donc d'offrande. Donc Akhenaton fait des présents au soleil, qui vient les chercher et qui va les redistribuer à l'humanité. Hein. C'est le restaurant du cœur. Alors voilà, Akhenaton, encore plus laid que la première fois, et voilà, en Néfertiti, on ne la voit pas très bien. Comment ça se fait? Elle est bien sur mon écran. Voilà Akhenaton, ces deux filles, et vous avez à nouveau les rayons solaires avec devant son nez les symboles de vie. Pareil pour Néfertiti. Néfertiti, apparemment, elle était très belle parce que les sculptures, enfin la Néfertiti du Louvre est absolument sublime. Mais Akhenaton donc a prêché un art réaliste. Enfin, il n'y a aucun autre exemple dans l'art égyptien de personnages comme ceux-ci. Hein. Et là, à nouveau, vous avez Aton qui vient chercher ça, c'est des présents, mais sous forme hiéroglyphique. Mais il vient chercher les présents pour les redistribuer. Alors, donc, ce qu'a tenté Akhenaton, c'est intéressant parce que, alors, on dit souvent c'était un hérétique. On dit, il y a deux choses qu'on dit pour le cas d'Akhenaton, c'est une forme suprême du culte solaire. Non, c'est pas, au contraire, c'est pas une forme suprême du culte solaire, puisque le soleil est ramené à un seul personnage, Aton, et donc c'est pas du tout l'apogée, du culte solaire. D'ailleurs, Akhenaton est un personnage quand même très 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 bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire, et il passait tellement de temps à mettre en place cette nouvelle religion qu'il a négligé l'Empire, et qu'à la fin de son règne, donc en 1347 avant Jésus-Christ, pratiquement l'Égypte, enfin l'Empire allait à volo. Il a fallu refaire l'unité de l'Égypte après Akhenaton. Donc en réalité son nom pharaonique c'est Amenophis IV. Donc ce qu'il a tenté, c'est donc d'abord de faire un Dieu unique, mais surtout quasiment un Dieu abstrait. Et on dit par exemple, on le traite également d'hérétique. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas y avoir d'hérésie dans la mythologie égyptienne. Pour qu'il y ait hérésie, il faut qu'il y ait des dogmes. Il n'y a aucun dogme. Sinon, tous les pharaons auraient été hérétiques, puisque tous, ils ont amené un autre dieu, fait c'est une religion totalement, je ne sais même pas si ça met une autre religion, c'est totalement syncrétique. Le système d'Akhenaton, c'est un système, c'est une tentative d'une véritable religion monothéiste avec un dieu quasiment abstrait. Vous remarquerez qu'il y a, là on a sur les deux représentations, il y a le disque solaire, point la ligne, et puis les bienfaits du soleil, les bienfaits que Aton amène au monde. Et il n'y a plus
Il n'y a plus de faucons, il n'y a plus de béliers, il n'y a plus de phénix. Donc c'est une tentative d'abstraction et de monothéisme surtout. Ce qui, en Égypte, était une aberration. Les cités voulaient continuer à honorer leur propre Dieu, même s'il était devenu extrêmement complexe. La religion égyptienne, c'est le rituel qui l'emporte sur tout le reste. C'est-à-dire c'est des rites agraires, c'est des rites, c'est des fêtes, c'est des rites, on rend hommage à certains aspects du soleil parce qu'il amène ci, parce qu'il amène ça, le Nil, etc., les animaux qui représentent certaines vertus, donc c'est totalement rituel. Donc cette tentative d'Akhenaton était forcément vouée à l'échec. Ça s'effondre instantanément, et ce qui est troublant, c'est que, comme d'un certain point de vue, ça n'est pas du tout l'apogée, mais une déviance du culte solaire, l'Empire quasiment s'écroule. Enfin, il va être reconstitué, mais on voit bien ce lien quand même très étroit entre culte solaire et unification et unité de cités dispersées sur 1000 kilomètres, exactement comme les cités Incas étaient dispersées, pas sur des milliers, mais quand même sur des centaines et des centaines de kilomètres, et à la limite plus isolées que les cités égyptiennes, parce que le Nil quand même était un lien de navigation. Les cités étaient facilement, c'était bien plus facile d'aller d'une cité à une autre en Égypte que dans le monde maya ou aztèque ou inca, où il fallait traverser des forêts et des montagnes assez difficiles à franchir. Enfin, c'était vraiment un isolement. L'empire était beaucoup plus difficile à tenir que l'empire égyptien, tout en longueur, mais avec cet axe fédérateur et surtout navigateur sur lequel on pouvait venir, qui était le Nil. Donc la tentative d'Akhenaton ne pouvait pas ne pas échouer. Ça a duré 17 ans, c'est ni l'apogée, ni un hérétique, c'est une aberration dans l'histoire de l'Égypte qui a été balayée dès la mort d'Akhenaton, mais c'est une chose quand même très... Le personnage, on sait très peu de choses, mais le personnage devait quand même être assez fabuleux. Oui, voilà. Eh bien, je vous remercie.